quelqu'un d'autre. Ah oui. C'est bien. Et ça va, vous pensez, ça, Ben, moi, ça je passe? pense envoyer la bobine. Ah oui, c'est gentil. Je pense ici quelques bobines. Je sais pas exactement ce qu'il faut. Oui, ben, c'est- il y a des contraintes. Monsieur Baudrillard, vous êtes un des penseurs qui influence le plus dans le monde entier actuellement. Vous êtes considéré comme une sorte de prophète, parfois, selon quelques-uns du postmodernisme, parfois d'une pensée qui se détache, disons, fondamentalement de ce qui a été dit ou pensé jusqu'à présent. Vous avez proclamé la mort de l'économie politique, du sujet, du social, du réel, du sens, et même de la vérité dans un certain sens. Alors là, ça, je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. Allô? Oui. Si, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler, disons, plutôt en fin d'après-midi, parce que là, je suis occupé. Hein? Entendu. Merci beaucoup. Au revoir. Okay. Monsieur Baudrillard, vous êtes considéré à tort ou à raison comme un prophète de ce qu'on appelle la postmodernité. Vous avez proclamé la mort d'un certain nombre de catégories fondamentales, l'économie politique, l'objet, le sujet, le réel, le sens et même la réalité. Mais vous faites ça non pas dans une optique, disons, tout à fait philosophique. Vous faites ça en vous fondant sur des mutations réelles, du monde de la communication. Est-ce que vous pouvez nous exposer le plus brièvement possible votre position fondamentale par rapport à toute cette brèche fondamentale en ce qui concerne les catégories fondamentales de notre pensée? Oui, bon, pour simplifier extrêmement, c'est vrai que moi je ne suis pas tellement parti de l'histoire, des idées, de la philosophie en tant que discipline philosophique, etc. Mais plus en effet d'une situation, enfin une situation immanente, celle d'un système tel qu'il était et tel qu'il m'a semblé ne plus pouvoir être analysé selon les vieilles catégories, c'est vrai. Il m'a semblé qu'on était dans un système en voie de saturation, en voie de réalisation absolue, à la limite, d'un système qui dépasse ses propres perspectives, qui dépasse ses propres finalités, et donc qui est régi par une logique sans doute très très différente, où précisément entre en jeu cette disparition dont vous parlez, la disparition d'un certain nombre de choses, puisque tout ça s'organisait ensemble, hein, le sens, la vérité, le sujet, le vouloir, le savoir, tout ça, ça tient, toutes ces catégories tiennent ensemble, sont cohérentes les unes par rapport aux autres, mais l'ensemble du système, lui, est une sorte de fiction, est une sorte d'architecture fictionnelle, et si on ôte une seule de ces parties, tout s'effondre en quelque sorte, quoi. Et la perspective était bien que quelque chose comme la réalité, par exemple, disparaît. Et là, je dis, en fait, c'est pas exactement la mort de la réalité, la mort du sujet, etc. C'est plutôt la disparition, au sens où ce qui disparaît, on ne sait pas où est le cadavre, on ne sait pas où est le mort. Hein. Ce qui est mort, ça c'est quelque chose, c'est un événement, tandis que ce qui disparaît, on ne retrouve même pas le corps. Et c'est un peu le problème posé par rapport au réel, c'est-à-dire le réel est aujourd'hui quelque chose dont on ne trouve plus la trace, en quelque sorte, mais dont on n'arrive pas à se débarrasser quand même, quoi, comme d'un cadavre, en fait, en réalité. Alors, et que là, on est dans un système où il n'y a plus ni référence, ni conséquence, ni la cause, ni l'effet, que ces principes-là sont mis en échec, et que nous sommes donc dans une autre sorte d'univers, univers de phénomènes extrêmes, où là, des processus outrepassent, dépassent leur propre fin. Et là, bon, on a affaire à des proliférations, à des réactions chaînes, à des phénomènes extrêmes et tout. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir ce qui se passait là au-delà de, hein, c'est-à-dire franchir ce point de non-retour
et voir si au-delà de ce linéaire qui était celui de l'histoire, du temps, enfin celui classique, de la raison aussi, au-delà de ce linéaire, il n'y avait pas une sorte un autre espace paradoxal où d'autres événements ont lieu, ou alors et là ils sont difficilement analysables parce que tout se passe comme si tout avait déjà eu lieu, tout étant possible, tout est déjà réalisé en quelque sorte, on se trouve dans une sorte d'utopie réalisée, donc de la fin de l'utopie possible, dans l'utopie réalisée, et que là, au-delà de là, on ne sait pas ce qui se passe. Au fond, on peut prendre un exemple même actuel, par exemple dans les élections françaises, la campagne électorale française, où un événement, l'élection présidentielle, elle est acquise, elle est comme acquise, elle est déjà réalisée. L'événement a déjà lieu dans une espèce de réel virtuel, en attendant que le réel, l'événement réel ait lieu. Alors ça, c'est une situation originale, insolite, quoi. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps, dans cette espèce entre l'échéance prescrite et l'échéance réelle de l'élection? Et on est un petit peu toujours dans cette situation, et moi c'est cette situation-là qui m'intéresse. Elle n'est plus exactement philosophique dans la mesure où les catégories traditionnelles ne jouent plus dans cet espace paradoxal, en quelque sorte. Ça ne sert à rien de vouloir quelque chose puisque c'est déjà arrivé. Ça ne sert à rien de penser l'événement dans sa continuité puisque il a déjà eu lieu. Enfin, vous voyez le problème. Alors ça, à mon avis, cette fois, il faut aussi une pensée paradoxale, enfin une pensée comment je dirais, borderline, ou déjà un peu une pensée de fiction, quoi. Il faut au fond être dans de la fiction, dans de la théorie. Vous êtes un adepte de la science-fiction. Théorie-fiction, disons, parce que de la science-fiction. Oui. C'est précisément, je suppose, que vous avez voulu faire quand vous avez écrit ce fameux article, La guerre du Golfe. Oui, bien sûr. Il n'a pas eu lieu. Oui, oui. Ça veut dire qu'on a affaire à des événements, que ce soit dans le politique, dans le social, etc., des événements qui n'ont pas lieu, non pas que ce soit le néant, c'est parce qu'ils ont déjà eu lieu, c'est parce qu'ils sont déjà tellement programmés. Il y a déjà une telle anticipation technique, technologique des choses, et puis avec la réalité virtuelle, il y aura une anticipation de tout le réel. Tout le réel sera déjà là dans les possibilités virtuelles. Donc. Et qu'est-ce qu'on fait d'un monde qui a déjà eu lieu, enfin, où du coup il n'y a pas véritablement de mémoire et de passé, puisque l'événement présent, il est déjà réalisé dans le passé. Le futur est déjà passé dans le passé. Une sorte de télescopage, de court-circuit dans le temps, comme ça, qui ne laisse plus lieu qu'à un espace où il ne reste plus qu'une espèce de compte à rebours, comme ça, du temps. La guerre du Golfe, au fond, elle avait déjà eu lieu dans les programmes et les logiciels du Pentagone, et puis ensuite elle s'est déroulée implacablement, comme ça. Il n'y avait plus qu'à compter 5, 4, 3, 2, 1, 0, et puis voilà. On est comme dans un tournage à ce moment-là. Alors, on n'est plus dans de la guerre, on est dans du scénario, on est dans du programme, on est dans de la fiction là aussi, dans du virtuel. Alors on est dans une espèce de temps qui n'offre plus de continuité ou de durée pour une histoire réelle, pour des événements réels, avec leurs contradictions, avec leurs... Bon, on est dans une échéance prescrite comme ça. Une bonne image, c'est aussi cette espèce d'horloge numérique, par exemple, qu'il y a à Beaubourg, là, qui compte toutes les secondes qui nous séparent de la fin du millénaire jusqu'à l'an 2000. Alors ça, c'est le countdown, le compte à rebours. Et ça, c'est un temps, c'est une temporalité qui n'est plus celle de la durée ou de l'histoire. On se contente d'épuiser le capital temps. On se contente d'épuiser le capital vie, on se contente d'épuiser le capital technique, etc. Enfin, c'est un système qui me semble arriver à une limite par épuisement de ses propres possibilités. Alors, voilà. Là, moi, dans le dernier livre, j'y voyais l'équivalent d'une sorte de crime parfait, c'est-à-dire la possibilité de substituer à un monde réel ou un monde historique, ou etc., une espèce de double artificiel, parfaitement fonctionnel, opérationnel, virtuel, qui se substitue à celui-ci, et qui en même temps, bien sûr, l'extermine, parce qu'à ce moment-là, il y a extermination, alors de ça, du politique, du social, etc., parce que toutes ces choses-là, en quelque sorte, rentrent dans un appareillage technique
qui, bon, on peut parler des sondages, par exemple, aussi, en termes d'élection. Alors là, vraiment, là, il y a quand même des mécanismes, tout ça, il y a des mécanismes techniques. Mais il y a, par exemple, les sondages qui sont comme une espèce de doublure, hein, d'opération anticipée des choses. Après quoi, les choses n'ont plus lieu d'avoir lieu, puisqu'elles ont déjà été, en quelque sorte, reflétées. Même si les sondages sont vrais ou faux, ça n'a pas d'importance, hein, c'est pas le problème. C'est dès qu'elles offrent déjà la scène à consommer, et qu'après, qu'est-ce qu'on fait dans le temps vide qui suit, hein? Qu'est-ce qu'on fait du réel après? Qu'est-ce qu'on va faire de l'élection réelle à partir du moment où elle est déjà là, hein? C'est pour ça où le réel, je dis, c'est une sorte de... Bah oui, c'est une sorte de cadavre qui a disparu et dont on ne sait plus quoi faire, quoi. Alors, dans la vie comme ça, eh bien, enfin, heureusement, on n'en est pas arrivé à cette limite-là, hein. Ce que je dis, c'est quand même une hypothèse et tout. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de gérer les vestiges, ce qui reste du réel, ce qui reste du politique, etc. Γεννημένος το 1929, ο Ζαν Μποντριγιάρ είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης γαλλικής σκέψης. Μετά από μία φάση όπου παρέμενε ακόμα ενταγμένος, έστω χαλαρά στην παράδοση του μαρξισμού, επικεντρώνοντας την προβληματική του γύρω από την παραγωγή, την κατανάλωση και τη λειτουργία των αντικειμένων ως εμπορευμάτων, ο Μποντριγιάρ οδηγήθηκε στην πλήρη ρήξη με το παρελθόν. Ως προφήτης του λεγόμενου μεταμοντερνισμού, ανήγγειλε διαδοχικά την εξαφάνιση του υποκειμένου, της πολιτικής οικονομίας, της σημασίας, της αλήθειας, του κοινωνικού, ακόμα και της πραγματικότητας. Et quelles sont les incidences de toute cette évolution sur l'individu? Parce que quand même, si je comprends très bien ce que vous dites sur la disparition du sujet. Oui. Alors, sur le plan, je n'aime pas le mot, mais il n'y a pas d'autre, psychologique. L'individu qui est la victime ou de cette nouvelle hyper-réalité, où les objets n'ont plus d'utilité, comme vous le dites. Quelles sont les différenciations, les mutations de l'individu par rapport aux objets, par rapport au monde et par rapport à son propre temps? Parce que vous dites aussi que le temps, le projet... Oui, oui, ça me semble important, oui. Le projet disparaît. Ben, cet individu qu'on appelait sujet, hein, parce que c'est peut-être différent, effectivement, ce sujet-là, lui aussi, il disparaît un petit peu. C'est-à-dire qu'il est immédiatement ventilé, enfin dispersé dans les réseaux, enfin ces réseaux d'information, de communication, etc. Donc lui n'est plus à proprement parler un être pour lui-même, divisé mais pour lui-même, enfin quelque chose qui réfléchit, il a une volonté, il a un certain savoir, etc. Et il s'oppose à l'autre, hein, il y a une altérité, il y a une identité, il y a une altérité, etc. Alors tout ça c'est bien compromis, parce que là, dans ce monde-là, où tout est déjà reproduit à l'identique, hein, enfin en quelque sorte, on vise une espèce de perfection qui n'aurait plus qu'à se reproduire, une espèce de clonage, quoi. C'est le clonage. Alors l'individu aussi se trouve menacé par une reproduction clonée, une reproduction à l'identique, où il n'a même plus affaire à son double, à lui, ou bien à l'autre, hein, à une autre subjectivité, comme ça, avec un conflit, une relation duel, etc., mais où il est toujours affronté, il n'est pas affronté, quoi, il est en relation simplement avec des autres, des autres terminaux, quoi, c'est presque, on a presque un ordinateur général, et puis tout le monde est branché, tout le monde est sur le réseau, et le sujet, lui, se disperse, en fait, en quelque sorte, dans tous les processus du réseau, mais nulle part, en quelque sorte, il n'est, nulle part il ne se retrouve lui-même. Ou bien alors, on tend au contraire à l'identifier lui-même totalement. Hein, il devient totalement identique à lui-même, dans la mesure où il est là, avec toutes les possibilités de contrôle, hein, l'information, tout, il a tout. Au fond, il n'a plus besoin de rencontrer personne, hein, il est proprement identique à lui-même. C'est la fin de l'aliénation, en quelque sorte, hein, celle selon Hegel et tout ça. Il n'y a plus besoin d'autre, parce que le même peut exister dans sa bulle, hein, une espèce d'autarcie, comme ça, une espèce
d'autisme, d'autoréférentialité, grâce à tous les moyens techniques de vivre seul et de maîtriser son environnement. Alors là, ça équivaut à un isolement, une isolation plutôt, comme on dit, enfin, en termes d'isolation, au sens où le sujet peut être coupé du monde, coupé des références, coupé de l'autre et tout, et exister purement, virtuellement comme ça, au milieu de sa nébuleuse technologique, quoi, c'est tout. Alors le destin du sujet là-dedans, du sujet historique, et même du sujet de savoir, du sujet de pouvoir, du sujet de l'histoire, devient très 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 problématique. Le doute cartésien était un doute philosophique, bien entendu. Il supposait quand même la réalité d'un objet, d'un monde, justement, et puis la constitution d'un sujet à partir de la pensée, etc. Donc là, il y a tous les éléments d'une réflexion, d'une subjectivité et tout. Tandis que nous, il n'y a pas à mettre en doute cet univers-là. Cet univers-là, il est incontestable, puisqu'il est, à un moment donné, il devient opérationnel, il est parfaitement défini, il a son langage de haute définition, l'image est à haute définition, tout est à haute définition, et il n'y a plus de problème à se poser sur la réalité ou la non-réalité du monde, puisqu'il est virtuel. C'est en tant que virtuel qu'il est efficace. Donc ça, il n'y a pas exactement à le mettre en doute. Par contre, ça mène à une espèce d'incertitude radicale quant à l'existence de ce monde, quoi. Parce qu'au fond, à la limite, il pourrait exister ou ne pas exister. Si vous vivez dans une espèce de, je ne sais pas, de nébuleuse comme ça, virtuelle, imaginaire, le problème de la réalité du monde, le problème de l'objectivité du monde, et donc de sa rationalité, n'est plus en cause. Et le problème de la liberté du sujet, par exemple, dans ce monde, la question ne peut même plus être posée, parce qu'en fait, lui ne sera plus jamais libre de décider de lui-même, puisqu'il est l'opérateur du monde. Si on veut, dans cette nouvelle machinerie, quoi, le sujet n'est pas différent de la machine à travers laquelle il opère. Il se confond avec sa propre technique. Donc à ce moment-là, il effectue exactement les opérations qui sont possibles avec la machine. Il ne va pas en effectuer d'autres. Il ne va pas se poser la question « Où est ma liberté ?» Et la question ne peut plus exactement se poser. C'est un monde où tout est possible, mais où pour la même raison, la question du choix véritable, d'un choix philosophique, elle devient superflue, quoi. Je pense à raison, comprend l'ensemble du monde développé, ou surtout, plutôt, les catégories sociales, les catégories qui participent dans un système médiatique. Oui. Il y a quand même, l'humanité n'est pas composée que de ces couches-là. Il y a les gens qui ont besoin, les gens qui ont faim, il y a le tiers-monde. Est-ce que vous pensez que, pour eux, le monde est encore réel? Ah, oui, ça c'est eux, les choses sont encore utiles dans le sens rationnel du terme. Et peut-on penser qu'il y a une opposition entre, vous avez utilisé le mot signataire, entre les signataires et les non-signataires de ce système simulé et de simulacre? Oui, oui. Une certaine difficulté là à répondre parce que il me semble que oui, moi j'analyse un système dont je fais partie et là j'ai affaire à mon propre monde, si je veux, dans un sens, et que ceux qui n'y participent pas, ceux qui sont hors ce monde parce qu'ils se sont exclus, ils ont certainement, eux seuls pourraient dire, à la limite, si cela les concerne ou ne les concerne pas. Et ça, j'ai vu par expérience, effectivement, que dans des pays du tiers-monde, comme on appelle, etc., les gens sont concernés, mais ont tendance à penser, à se dire, ça c'est votre affaire, c'est le problème du monde occidental, c'est le problème de ça. Et c'est
pas exactement la nôtre. Alors, moi là-dessus, je serais très prudent, évidemment, en disant si je pense que le monde, toute la planète, sera ou sera virtuellement, passera par cette espèce. Mais là, il y a une forme d'évolutionnisme à laquelle je résiste aussi, parce que je me dis, il y a peut-être des situations, et peut-être les situations des pays sous-développés, etc., peut-être comme ça, qui ne sont pas forcés de passer par l'étape du réalisme, si je peux dire, hein, de cet hyper-réalisme, hein, et qui ont peut-être des éléments, non pas de solution, mais des éléments de franchir cette étape-là, de passer tout de suite dans du transpolitique, dans du transéconomique, dans des choses comme ça, en fonction du fait qu'ils ont échappé, en quelque sorte, à cette évolution occidentale vers l'universel, vers le virtuel, vers l'hyper-réel, etc. Donc peut-être pourrait-il faire l'économie du simulacre et de la simulation. Le système, en principe, lui, il se veut universel, donc il finira par avaler tout. Hein. Il essaiera d'avaler tout. Et en grande partie, il y réussit très bien, hein, pour l'instant. Mais en même temps, il semble que il se diffracte de plus en plus, qu'il y a une fracture de plus en plus grande, qu'il n'arrive pas à intégrer, finalement, l'universel, hein. Il se veut universel, mais il n'arrive pas à l'être, et qu'il y a peut-être là des forces antagonistes, enfin, qui, dans leur impuissance même, je veux dire, là c'est dans leur faiblesse, même dans leur impuissance, qu'elles peuvent peut-être trouver des transversales, des diagonales, comme ça, dans une chose qui ne dépend plus du contrôle occidental, de la mainmise occidentale, etc. Sinon, en soi, pris en soi, dans sa logique, ce système-là, il vaut à mon avis, il vaut pour tout le monde, hein. Même si dans la situation dite pragmatique, réelle, l'état des choses n'est pas la même, effectivement, puisque là, c'est plutôt une analyse d'un système par excès, qui est dans l'excès dans l'excès de réalité, dans l'hyper-réalité, etc., alors que les autres sont en état de manque, hein, en quelque sorte, sont plutôt dans le manque, la pénurie, la misère, etc. Mais je crois que cette analyse-là ne repose pas exactement sur une vision, somme toute, économique, évolutionniste du monde, hein, au sens, non, elle est beaucoup plus flexible et tout, et je pense que, je ne sais pas du tout, s'il y a quelque part, finalement, des sortes de réserves de potentiel symbolique, hein, de potentiel de résistance symbolique, qui, à ce moment-là, tire en fait quelques bénéfices du fait qu'il n'arrive pas à entrer dans le système occidental, qu'il n'arrive pas à se politiser, à se rationaliser économiquement, etc. Il ne peut pas le faire, mais c'est peut-être une chance. Hein. Ça, c'est une vision finalement optimiste des choses. Hein. En disant aujourd'hui, finalement, peut-être le problème le plus dramatique, le moins soluble, il est du côté des Occidentaux. Eux ne vont jamais venir à bout de cette problématique de l'anéantissement par la réussite même, par la perfection du système. Ils vont trouver là un problème plus dur encore à résoudre que le manque ou la misère. Hein. Ceci dit, je crois qu'aujourd'hui, la planète elle-même est assez mobile, enfin les échanges sont assez planétaires, pour que tous les problèmes soient l'affaire de tout le monde, quoi. C'est-à-dire personne n'échappera aux problèmes des autres, hein, c'est ça. Voilà. Ça commence par le système des objets. C'était le premier livre, le système des objets. C'était avant l'économie du signe. Oui. Ça, il y a l'économie politique du signe ensuite. Ça, c'est un peu la même période, hein, de toute façon. Ensuite, le miroir de la production.
pardon. Et puis celui-là qui était assez important, qui est l'échange symbolique et la mort. Je ne sais pas s'il est traduit d'ailleurs. Non, je ne pense pas. Ensuite, de la séduction. C'est important. Qu'est-ce qu'on a? Simulacre et simulation, oui. Les stratégies fatales. Simulacre et simulation. Les stratégies fatales. Et puis il y a l'Amérique. Alors ça a été l'Amérique. Après, Cool Memories, qui est un livre de fragments, de journaux, de choses comme ça. C'est très important. Ah oui, c'est vrai. Et puis bon, après on passe à les derniers, c'est la guerre du Golfe n'aura pas lieu. Oui, ça on l'a déjà vu. La guerre du Golfe n'aura pas lieu. N'a pas eu lieu, d'ailleurs. Là, on s'aperçoit maintenant que c'est presque vrai. La transparence du mal, ça c'était l'avant-dernier. L'illusion, alors, et les deux derniers, c'est ça, voilà. L'illusion de la fin, qui était, il y a 2 ans, et le dernier, qui est le crime parfait. Alors, tous les derniers sont chez Galilée, comme vous voyez, c'est la même maison d'édition chez Galilée. Est-ce que vous pensez que dans le monde qui vient, de demain, et non pas d'après-demain, parce que là on ne sait rien, dans le monde de demain, vous pensez que ce défaut de désir, ce défaut de goût, cette indifférence, cet ennui, ça risque d'avoir des incidences, disons, massives sur la quotidienneté des gens? Sur la quotidienneté des gens. Oui, ça en a déjà beaucoup. Hein. Il me semble qu'on a déjà tous les éléments de cette nausée, de cette indifférence, de cette désaffection, en fait, des choses. Elles existent déjà. Elles existent, on le sait bien, sur le plan politique, sur le plan esthétique, je pense aussi, hein, où il y a déjà quand même une large indifférence ou une forme de... Bon, puisqu'on n'arrive plus à savoir ce qui est beau, ce qui est laid, hein, on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. À ce moment-là, il y a une sorte de stratégie de l'indifférence. Hein. Les gens se disent, bon, mais moi je ne choisis pas, je refuse de choisir et tout. Mais là, il y a une forme effectivement de rejet. Alors on pourrait être en effet dans une période qu'on peut appeler allergique, hein, où les gens sont allergiques à tout ce qui leur est proposé, parce que finalement, ils ont épuisé presque toutes les possibilités à avant terme, enfin... Et là, il y a le risque, effectivement, qu'il y ait une forme de... Enfin, que certaines fonctions, jadis vitales, deviennent en fait inutiles, hein, y compris la sexualité. Je veux dire, à la limite, si on envisage un monde de clones, eh bien, la sexualité est une fonction inutile. Hein, il n'y a plus besoin de sexualité. Et donc, déjà, on va se former une espèce de mentalité de désaffection sexuelle. Bon, la sexualité reste une espèce d'obsession collective, mais on voit s'inventer toutes sortes de solutions qui font l'économie de la fonction sexuelle, enfin, je veux dire de la relation duelle sexuelle, hein, pas seulement... Bon, alors la reproduction est mise en cause, et ensuite, après, c'est l'altérité, c'est la relation sexuelle. Tout ça peut devenir de plus en plus superflu, inutile. Alors, et obligatoirement, les sentiments par rapport à ça tomberont dans l'indifférence, quoi. Déjà, des termes comme le sentiment, le mot le sentiment, même le désir, des choses comme ça, sont déjà des termes qui ont perdu leur pesant de signification. Hein. Ils sont déjà soit de la langue de bois, soit on ne les emploie plus, même de toute façon, ils ne veulent plus rien dire, quoi. Ça, on le sent bien. Hein. Et tout ce qui était justement ce qui a fait l'âge d'or de l'époque antérieure, justement, le désir, toutes ces choses-là, semble bien déjà, complètement déjà indifférencié comme ça. Bon, il y a et donc une forme
D'ennui, moi je sais pas, parce que l'ennui pour nous ça évoque plutôt quand même l'ennui romantique un peu, enfin le temps vide, le temps mort, etc. Mais là, nous on aurait affaire à un ennui plus radical que ça, qui est l'ennui du temps réel. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est plus du tout un ennui à distance, enfin le fait que le temps est vide, mais on aurait des tas de pulsions si on pouvait pour le remplir. Non, là c'est l'ennui par le fait que le temps est plein, hein, le temps est réel, puisque le temps réel, il n'y a pas de vide, hein, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de vide. Donc c'est une espèce d'ennui, comment je dirais, informatique à ce moment-là. C'est l'ennui des réseaux, c'est l'ennui de la communication absolue, c'est l'ennui de l'information non-stop. Hein. C'est un ennui qui tient alors là à la saturation, hein, à l'excès d'information, à l'excès de communication, etc. À la fin, on se retrouve dans une sorte d'espace vide, enfin d'espace inutile. Et on se sent devenir soi-même inutile par rapport au fonctionnement du réseau lui-même, quoi. Cette perte de sens en général ne peut pas. Est-ce qu'elle peut désormais se traduire dans une sensation de perte? Ou même pas? Parce que c'est la perte, la sensation de perte ou la peur de la perte. Oui. Mais là, je ne suis pas tellement sûr que... Pour nous, oui, enfin bon, mais nous, on a en quelque sorte encore une culture traditionnelle de la perte, hein, de l'objet perdu. Évidemment, ça fait encore partie de nos ressources même inconscientes, enfin d'une nostalgie fondamentale quand même on a encore. Même moi j'essaie de décrire tout ça sans tenir compte de cette espèce de mélancolie, mais c'est vrai que quelque part il y a une tonalité mélancolique, une tonalité nostalgique, on vit encore sur ce mode-là en quelque sorte, mais déjà on peut s'apercevoir que des générations ou d'autres générations n'auront plus du tout cette espèce de ressouvenir, de repentir des choses, non, seront comme ça purement opérationnels, et là il n'y aura pas véritablement de sentiment de perte. Il n'y aura plus ni perte, mais il n'y aura pas de gain non plus, hein, c'est ça le problème. C'est que là où il n'y a plus de perte, là où il n'y a plus de dépenses, il n'y a pas non plus de bénéfice, hein, c'est ça le problème. On perdra à la fois la perte et le bénéfice. Mais je pense que le sentiment de ça s'atténuera de plus en plus, et qu'on aura à faire, simplement une espèce de pratique, de praxis comme ça, qui sera plutôt de l'ordre de, je dirais, l'acting out, hein, plutôt que l'action. Hein. Ça ne sera plus un domaine d'action, de volonté, mais un domaine de performance, d'acting out, etc. Et là, les choses s'épuisent dans leur propre processus. Hein. Le processus s'épuise tout seul. Et là, il n'y a pas de sentiment d'avoir perdu quelque chose. Non, moi je ne reflète pas là mon propre sentiment, hein. J'essaie de me dire qu'est-ce qui peut se passer. On voit déjà les prémices d'un monde comme ça, atone, monotone, où la tonalité aura disparu, hein. Et cette tonalité qui était quand même une sorte de musique nostalgique quand même dans la période moderne de l'aliénation, de l'histoire, etc., c'est fait quand même d'une mélancolie qui a du charme, enfin, il y a encore, jusqu'à y compris dans Heidegger, avec tout ça, il y a encore une nostalgie poétique, hein, d'un monde comme ça. Mais celle-là s'effacera, ça certainement. Hein. On perdra, c'est-à-dire qu'on perdra ça en même temps que la mémoire, un petit peu, parce que... en même temps que s'efface la prévision du futur, s'efface aussi la mémorisation du passé, hein, c'est la même chose. Et donc, avant, on était dans un temps à plusieurs dimensions, et là, on finira par être dans un temps réel, qui est un temps unidimensionnel, complètement, plat, ou alors sphérique, mais de toute façon fermé. Hein. Fermé. Ouais. Et dans cet univers-là, même des processus comme la psychanalyse, serait caduque, je suppose. Oui, dans ce sens-là, la psychanalyse risque en effet qui était quand même encore une dimension de la perte du sujet, hein,
précisément, le sujet se perd, mais là-dedans, il y a toute une stratégie de la perte, de la division, etc. Oui, ça n'aura plus tellement raison. Je ne crois pas qu'un clone, par exemple, est un inconscient. Je veux dire, le problème de l'inconscient ne se posera plus au niveau du clone, il ne se posera plus au niveau des machines, évidemment. Encore que, alors là, on peut faire de la fiction et s'imaginer des machines qui tout d'un coup, c'est le thème de beaucoup de fiction, hein, ça, les machines qui tout d'un coup retrouvent un inconscient et se vengent. Alors évidemment, si on a affaire un jour au refoulé de la machine, au refoulé de tout ce monde-là, on peut faire l'hypothèse, mais une des stratégies de ce monde virtuel, c'est justement d'anéantir aussi le refoulement. Hein. Il n'y a pas de refoulement, il n'y a pas d'aliénation, il n'y a pas de refoulement. Il y a une opération parfaite, absolue du réel, hein, sans trace, sans bavure. Et c'est ça le crime, en quelque sorte. C'est ça que j'appelle criminel, moi, parce qu'il me semble évidemment que c'est une forme d'extermination. Jusqu'à Orwell, on pense à Huxley, alors. Ah oui. Mais Huxley, c'est encore un peu... Bon, c'est presque naïf encore par rapport à cela. Mais enfin, oui, on pense à ça, c'est sûr. Et bon, c'est évident que vous vous posez de manière radicalement critique par rapport à cette évolution. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? L'optimisme relatif que vous avez exprimé tout à l'heure consiste en quoi? Moi, je me dis, non, je suis ni optimiste ni pessimiste. Ça, c'est des objections qui m'ont été faites. Enfin, le pessimisme, évidemment. Non, je ne suis pas pessimiste. De toute façon, il n'y a pas... C'est pas une question, le pessimisme, l'optimisme sont des valeurs morales. Oui. Et là, d'une certaine façon, la description d'un système comme ça, elle est immorale en elle-même, elle n'est pas morale. Elle ne veut plus être critique au sens traditionnel du terme non plus, mais je crois qu'on ne peut pas faire, on est forcé d'évoluer à deux niveaux. Hein. Comme Descartes disait, on a une double morale de toute façon, théoriquement aussi. On est forcé de vivre ça comme quand même une espèce de perte et donc d'en faire une critique, hein, et alors là, radicale, effectivement. Mais en même temps de se dire que la radicalité, qui était avant celle de la critique, celle de la subjectivité et tout, à mon avis, elle est passée dans les choses. Hein. Elle est passée franchement dans les processus. Elle n'est plus fonction du sujet. Et que là, au lieu de la fonction critique du sujet, on a une sorte de, je dirais, mais ça c'est une hypothèse, de fonction ironique du monde. Hein. C'est-à-dire que tout ça, quand même, j'en donne une sorte de description, enfin je voudrais en donner une sorte de description où quelque part il y a une ironie objective de toute cette chose. C'est-à-dire, il faut le prendre au sérieux, il faut l'analyser comme un crime, comme une extermination et tout. C'est très, très meurtrier, c'est très sévère, c'est très sérieux. Et en même temps, on ne sait pas s'il n'y a pas là-dedans une espèce de double jeu extraordinaire, mais alors qui n'est plus celui du sujet, mais qui est celui de l'objet. J'entends par l'objet aussi, celui qu'on analyse, l'objet de la science, mais aussi bien les cultures. Enfin, tout, ça peut être tout, hein, y compris les objets eux-mêmes, effectivement. Et qui, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas, là, est-ce qu'il ne se développe pas des stratégies différentes avec une autre règle du jeu? Et par exemple, substituer, par exemple, à la vision heideggerienne de la technique, qui est quand même encore une vision, l'arraisonnement, c'est-à-dire avec l'idée que nous sommes en pleine, c'est dans l'aliénation totale, en quelque sorte, quoi. Et que, quelque part, il y a une fonction poétique, mais qui a été perdue ou qui est en train de se perdre définitivement. Penser à c'est pas une alternative, mais une autre vision quand même de la technique, une vision ironique. Peut-être on peut essayer de considérer, je dis bien on peut, hein, parce que c'est quand même difficile de penser qu'à travers tout cet appareillage technique, scientifique et tout, c'est-à-dire tout l'appareil de la simulation, il se joue quand même une espèce de jeu énigmatique où l'objet, loin de se laisser faire par le sujet, je veux dire le monde, loin d'être maîtrisé par nous, etc., développe des stratégies assez subtiles de rétorsion, de réversibilité, etc. Et donc il y a une ironie objective. Hein. Mais là, c'est plus l'ironie du sujet, c'est plus Kierkegaard et tout ça, c'est-à-dire c'est l'ironie de ces processus
bon, qu'on retrouve tous les jours d'ailleurs, avec cette espèce de comme ça, de simultanéité de tous les messages, ce télescopage des nouvelles les plus tragiques et les plus ridicules, enfin, tout ce domaine à la fois publicitaire, comme ça, bon, où il y a les effets d'une ironie féroce, quoi. Et ceux-là sont pas des inventions, c'est-à-dire que plus personne ne les a imaginés. C'est là, ça se passe, c'est comme ça, hein, qu'il y a un déroulement, au fond, ironique de ça, et dont on ne sait pas, comment ça... si ça se terminera, ni comment ça se terminera. Je veux dire, les jeux ne sont pas faits, et moi je garde, je sais pas si c'est un optimisme, hein, mais enfin, non, c'est pas un optimisme non plus, parce que c'est pas la vision il n'y a pas de solution, hein, je ne crois pas à une solution, mais à un jeu. Alors le jeu lui-même, en lui-même, s'il y a un jeu, les règles du jeu, nous ne les connaissons peut-être pas, mais au moins savoir qu'il y a du jeu, et le jeu est ironique, le jeu est toujours ironique, il a une forme, hein, de légèreté quand même, d'arbitraire, de légèreté et tout. Alors c'est peut-être à ça qu'on a affaire. Si on considère les choses du point de vue humaniste, moral, etc., traditionnel, c'est désespéré. Hein. Là on tombe dans le noir complètement. Mais si on considère tout ça comme un grand jeu, et peut-être le grand jeu de l'illusion, effectivement, on peut se dire, il y a deux hypothèses. Il y en a une qui est celle de l'extermination à terme virtuelle, totale, hein, de la réalité, de l'illusion, etc. Et l'autre hypothèse, mais qui va peut-être ensemble, j'en sais rien, ça sera celle d'un processus ironique de tout ça, d'un grand jeu dont on ne sait pas, au fond, à ce moment-là, la technique ne devient plus, enfin, l'ennemi numéro un, en quelque sorte, elle devient un lieu énigmatique, quand même, où nous ne savons pas quel rôle nous jouons, hein, ça c'est sûr. Mais nous ne jouons plus certainement le rôle du sujet, maître du jeu, enfin le sujet cartésien, même avec son doute et tout, ce n'est plus lui qui est maître du jeu. Hein. Quelque part, c'est l'objet qui est maître du jeu, c'est le monde qui se joue, et où est l'enjeu, ça, on ne le sait pas. Mais du coup, les deux hypothèses se balancent, et il n'y a pas de... C'est pourquoi il n'y a pas de vérité de cette histoire-là. On peut pas dire qu'il y a une vérité quelque part de ça. Il y a un jeu. Alors, tantôt on dispose des cartes pour jouer, mais on n'a pas la règle du jeu. Tantôt on a un bout de règle du jeu, mais on n'a pas les cartes pour jouer. Hein. Ça, il faut évoluer entre les deux. Voilà. Mais quand même, vous prenez des positions. De quel ordre, vous voulez dire? Même d'ordre politique ou moral. Oui, mais j'en ai, comme je vous dis, il y a une morale qui personnelle. est... Ben oui, moi je ne peux... Enfin, personne ne vit sans une forme de morale quelconque. C'est vrai que, bon, les descriptions que je fais, même moi-même, j'y résiste, hein, si on veut. Ou je les fais en quelque sorte par défi. Hein, c'est plutôt une forme de défi théorique. Défi à la réalité d'exister, par exemple. Bon, si elle existe, eh bien, elle n'a qu'à le dire. Elle n'a qu'à se venger, elle n'a qu'à répondre. Hein. Donc la théorie est une forme de provocation. Donc c'est une attitude, oui, elle est extrêmement morale dans un sens, bien entendu. Ça, moi, je ne veux pas dénier ça. Et ça, c'est un effet même du discours. Parce que le discours même, dans son expression, dans sa structure, il est moral, puisqu'il porte du sens. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Mais quelque part, il y a la tentative quand même de produire du non-sens, de produire l'alternative à la vérité, hein, de produire une forme de je sais pas, de dessaisissement total, d'illusion, produire de l'illusion, mais au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire produire quelque chose comme l'illusion vitale dont parlait Nietzsche, enfin quelque chose sans lequel on ne peut pas vivre. Hein. Le problème n'est pas de produire de la réalité, de produire de l'objectivité, etc. Ça, il y en a toujours assez, il y en a plein. C'est de produire de l'illusion, produire la distance qu'il faut pour que, au fond, rendre le monde plus énigmatique qu'il n'est.
Hein, c'est ça le problème. C'est pas de le rendre plus véridique, plus vrai, plus objectif. C'est de le rendre plus énigmatique, etc. Ça, c'est un jeu. Enfin, c'est ce qui nous reste. C'est la part de jeu qui nous reste. Bon, celle-là, il faut la jouer. Alors, je dis il faut la jouer. Donc, vous voyez, c'est une proposition morale. Mais bon, il n'y a pas de jugement dernier. Il y a personne qui va décréter effectivement. Il n'y a pas d'instance morale. Il y a une forme de morale dans l'acte même, hein, mais il n'y a pas d'instance devant laquelle on répond de cette chose-là. Bon, ben, moi, ce que j'écris, je l'écris pour tout le monde ou pour personne, mais je ne me sens pas responsable en termes moralement devant, je sais pas quoi, devant des instances philosophiques ou des instances politiques, etc. Alors, ça n'empêche pas ça d'avoir ses propres dégoûts, ses propres aversions, ses propres antagonismes, et Dieu sait si j'en ai, moi, comme tout le monde, politiquement et tout, bien entendu, quoi. Mais c'est jamais le fin mot de l'histoire, quand même, hein. Mais par exemple, ça conduit en termes, bon, disons politiques, plus simplement, en le fait d'apprécier les événements, non plus du tout dans la continuité politique du temps, comme ça, de l'ère du temps, mais d'apprécier tout ce qui a lieu, puisque je disais, on a affaire à des événements qui n'ont pas vraiment lieu, enfin, qui n'ont pas de... Faire attention, capter ce qui n'a pas lieu, hein, mais dont l'insignifiance est, si je peux dire, fatale, déterminante. C'est-à-dire capter les événements qui ont lieu contre l'histoire, contre le politique, et non plus dans le sens de l'histoire ou dans le sens du politique. Et ça devient intéressant, c'est vrai, et ça mène à une attitude un peu, comment je dirais, plutôt transpolitique, quoi. C'est-à-dire, je ne me sens plus d'idéologie de gauche ou de droite, etc., politiquement, c'est-à-dire, mais une grande curiosité quand même, une grande passion de voir les choses transpolitiquement, ou bien transesthétiquement dans le domaine de l'art, par exemple. Bon, transéconomique, ça, je suis moins expert, alors c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, ou de voir ce qui se passe dans le domaine de la sexualité aussi, ce qui se passe de transsexuel au sens profond du terme aussi. Ça devient intéressant. Pas exactement faire une espèce de sociologie objective, actuelle de l'état sexuel des choses, bon non, c'est la libération, tout ça, non, etc. Mais se demander ce que deviennent les systèmes eux-mêmes de valeurs, quoi, les concepts eux-mêmes. Et du coup, on les analyse autrement à la lumière de leur disparition. Hein. Moi, c'est un peu un jeu un peu pervers comme ça, c'est-à-dire mettre les choses dans la lumière de leur propre disparition, comme ça, au-delà de leur point de disparition, comme on disait tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'elles deviennent? Parce que c'est pas fini, le jeu n'est pas fini, elles deviennent encore quelque chose. Hein. Autre chose a lieu, et ça, c'est intéressant. Que devient le politique dans un monde qui est complètement politisé aujourd'hui, si on veut, hein, mais qui, pour cette raison, n'a plus du tout de référentiel politique vivant, quoi. Et qu'est-ce que ça devient?